Bonjour Monsieur Gala. Bonjour Monsieur Lumumba. Très heureux de vous retrouver président d'un grand parti politique. Bon, je dis grand par rapport à l'idéologie et l'inspiration. Comment cela vous est parvenu à avoir l'idée de monter un parti politique? Je n'ai pas monté un parti politique, j'ai adhéré dans un parti politique. Et c'est du parti politique que j'ai été élu président national de Condor, Convention nationale des démocrates pour un ordre nouveau. Un parti créé depuis 90. Donc vous imaginez qu'en 90, quel âge j'avais. Et ça fait depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, vous êtes plus lancé très récemment par rapport à l'actualité. Vous étiez à Genval. Est-ce que vous pouvez nous dire les motivations qui vous ont animé de vous retrouver à Genval? Les motivations de me retrouver à Genval, c'est déjà le fait parce que j'ai accédé à la présidence du parti. Ça fait plus ou moins une année maintenant. Donc avec à la tête de responsabilité et face aux analyses et à la lecture de l'avenir politique du pays, la voie royale c'était de se retrouver à Genval. Donc en tant que parti allié Étienne Tshisekedi, ça s'est justifié encore. Vous êtes de l'opposition, mais apparemment c'est la première fois que l'opposition se réunisse de vrai, mais en dehors du pays. Pourquoi vous retrouvez en dehors du pays et ne pas choisir un coin ici, par exemple, dans la capitale congolaise? Bon, c'était par rapport à beaucoup de critères que personne est censé ignorer. Et Genval a été un milieu plus rassurant pour nous, fiable pour chuter à des résolutions favorables pour l'avenir du pays. Il y a le président de la République qui a promis le dialogue. Vous êtes aux côtés de Étienne Tshisekedi. J'estime que vous prenez aussi pour ce dialogue. Et quelles sont les résolutions si jamais les élections ne sont pas tenues? Parce que ce dialogue est convoqué pour préparer juste les élections prévues en novembre prochain. Pas seulement prévu quand vous parlez de... C'est une confusion qu'il faut tirer au clair. Quand on parle du dialogue prôné par le président Joseph Kabila et qu'on essaie de mettre que c'est le même dialogue avec le président Étienne Tshisekedi, non, c'est deux choses qui a des divergences à aplanir. Logiquement, aujourd'hui, la chance que nous avons eue, nous tous, on est d'accord d'aller pour le dialogue du 22 des résolutions du Conseil de sécurité 2277. Donc c'est ça le dialogue qui va aller, pas seulement pour assainir le climat électoral, mais aussi pour l'avenir du pays. Mais de l'autre côté, il se peut que vous donnez l'impression d'être trop soutenu par la communauté internationale. Je vais parler de l'Europe et des États-Unis d'Amérique en particulier. Et c'est ce qui vous fait monter un peu, monter un peu le courage, et vous avez une grosse tête là-dessus, vous, de l'opposition. Je crois que la communauté internationale n'est amie au pouvoir, n'est amie à l'opposition. La communauté internationale et beaucoup plus voit ses propres intérêts. Ses propres intérêts qui veut être quoi? C'est une paix qui peut leur permettre d'harmoniser tout ce qu'ils peuvent envisager dans le monde. Donc naturellement, si aujourd'hui vous voyez la communauté internationale derrière nous, donc naturellement c'est par rapport à ce que nous nous présentons et un peu plus une garantie de produire une paix et un avenir qu'ils ont intérêt à appuyer pour le Congo. Mais jusque-là, il n'y a pas un projet de votre rassemblement au niveau de l'opposition. Il n'y a pas un projet concret que vous avez mis aux côtés à la disposition plutôt de la population. Qu'est-ce que vous pouvez rassurer? Il n'y aura pas de dislocation parce que c'est du déjà vu. On pouvait vous rassembler aujourd'hui, demain il y aura des mésententes entre vous, vous séparer. Qu'est-ce qui rassure que vous allez tenir jusqu'au bout? Ce qui rassure personnellement pour moi, c'est la conviction de la tête.
Donc, comme on a à la tête du rassemblement le président Etienne Tshisekedi, moi c'est un homme constant. Donc le reste, ça sera de détails qu'on pourra gérer. Donc donner confiance au président Etienne Tshisekedi pérennise la vision. Et sans Etienne Tshisekedi, le parti Condor sera aux côtés de la majorité ou sera entre la troisième voie, comme Fumuto est en train de le dire jour et nuit. Partout il y aura l'état de droit, la vision d'état de droit et d'une constance de valeurs. Donc vous retrouverez Condor. Donc pour le moment, si on est derrière le président Etienne Tshisekedi, parce qu'il est le symbole de toutes les valeurs que nous prônons pour le développement et l'avenir de ce pays. L'UDPS a déjà annoncé l'arrivée d'Etienne Tshisekedi pour le 27 juillet prochain. Quelles sont les perspectives? Quel est le but de son arrivée, son retour dans la capitale congolaise? Le but est clair. On a traîné le pied longtemps. Quand je dis traîner, on englobe et l'opposition et le pouvoir pour le rendez-vous du dialogue. Alors, le rendez-vous est pratiquement fixé, qui doit se passer avant la fin du mois de juillet. Et le président est en train de venir et harmoniser avec sa population de la prise de l'éveil. La population doit s'éveiller, ouvrir les yeux, leur conditionner à reprendre leur pouvoir en main pour sanctionner et le donner de nouveau à celui qu'ils estiment conduire le pays. Et vous parlez de la tenue du dialogue avant fin juillet. Que deviendra le Congo après juillet si jamais le dialogue n'est pas tenu? Naturellement, je reste plus ou moins optimiste. Je ne veux pas inviter le négatif en moi. Il y aura dialogue. Le dialogue, selon la majorité, c'est pour préparer les élections. Selon l'opposition, je ne sais pas, vous prenez pour la résolution 2277 du Conseil de sécurité, mais il y a Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, qui a demandé à ce que tous les Congolais puissent se réunir autour d'une table. C'est très récemment dans le Conseil de sécurité. Et quand vous vous posez encore des préalables, vous ne voyez pas que vous n'êtes pas en accord avec l'ONU et les Nations Unies? Non, non, que ce soit le pouvoir ou l'opposition, je ne vois pas la partie qui a attaqué les résolutions 2277. Donc on est tous sur 2277. Les préalables ne sont que les points d'harmonie pour mieux harmoniser, parce que nous allons au dialogue pour sortir le Congo vainqueur. Donc ce n'est pas pour opposition au pouvoir, le Congo sortira vainqueur après le dialogue national. Pensez-vous que c'est mieux de préparer les élections et ne pas les tenir avant novembre comme la CENI est en train de le demander aujourd'hui, et en évoquant plusieurs raisons, entre autres manque de moyens, il faut la révision du fichier électoral. De votre côté, que pensez-vous de la CENI aujourd'hui et l'avenir des élections dans ce pays? La CENI, nous devrons les encadrer à rester l'organe neutre. Donc quand je dis neutre, c'est au-delà même de dire indépendant. C'est l'organe qui sera très neutre, qui doit être neutre. Donc c'est comme ça que quand vous avez vu la dernière lettre de communiqué du président Etienne Tshisekedi, qui a parlé d'une révision afin de rendre la CENI plus rassurante et fiable. Donc la CENI ne pose pas un problème. Je crois, après plusieurs entretiens suivis avec Corneille Nangaa, je crois que Corneille Nangaa attend de politique. Et les politiques vont trouver une solution dans le dialogue, et le moyen sera. Donc en mettant les moyens adéquats et une politique adéquate,
je crois que la victoire serait à Corneille Nangaa d'organiser les élections dans les délais. Vous parlez bien, vous donnez des précisions sur Corneille Nangaa, mais il a informé, il a confirmé même que les élections ne peuvent pas se tenir avant les 16 mois. Soutenez-vous cette thèse? Il le confirme, il reconfirme, parce qu'il ne peut que reconfirmer par rapport à ce qu'il a en possession de lui. Et quand on parle du dialogue, c'est pour lui mettre dans les conditions du délai constitutionnel. Donc il faudra bien comprendre quand Corneille Nangaa parle de ces dates à lui, donc c'est par rapport à ce qu'il a en main. Donc on lui concède ça. Oui. Et le 31 juillet, vous préparez un meeting du côté de l'opposition, chapeauté par Etienne Tshisekedi, ou c'est par l'ensemble de l'opposition? C'est le rassemblement, c'est un meeting du rassemblement dont à la tête c'est le président Etienne Tshisekedi. Et pour quel objectif? D'éveiller la population, de préparer et de conditionner la population pour le dialogue et pour les élections futures, comment conduire et dessiner l'avenir du pays. Donc c'est un rendez-vous qui va armer notre peuple de ce droit, de ses responsabilités, de garantir une paix, l'avenir meilleur et la protection de leur et imposer leur constitution encore une fois. Espérons que vous allez entamer la meilleure manière de faire les choses, c'est-à-dire demander les autorisations auprès des autorités, parce que ça ne veut pas dire que quand vous êtes de l'opposition directement, vous pouvez avoir des meetings ci et là. Mais une question qui me vient en tête. Aujourd'hui, si Etienne Tshisekedi est arrivé le 27 et que Moïse Katumbi, qui est aussi condamné par la justice à Lubumbashi, ne pensez-vous pas il vient se remettre entre les mains du loup? Je pense qu'il y a quelque chose à harmoniser tout simplement. Parce que vous savez, un homme politique, quand il est reproché de faits de justice et qu'il soit quand même politique, il y a lieu aux autorités d'en parler et d'essayer d'harmoniser, de voir l'intérêt de la nation, parce que ce n'est pas un moindre politicien, c'est quand même un candidat président. Je crois que par rapport à ça, les gens vont se ramener à la raison et le président qui est à la tête du pouvoir en exercice essaiera d'apaiser la situation, d'être positive pour aller au plus essentiel, que de rester dans des détails. Par rapport à l'intérêt du pays, et un point que c'est pas que nous ne le considérons pas, mais un point qui n'est pas encore définitif, une condamnation d'une maison. Voyez un peu balancer une maison et la nation. Moïse est quand même très engagé par rapport au combat de l'avenir de ce pays. Donc il y a lieu de certaines indulgences. Vous êtes congolais, vous vivez trop à l'étranger. Je vais devoir prendre un autre point trop sensible. Nous avons perdu l'abbé Apollinaire Malumalu, que vous avez connu personnellement. Monsieur Abbé, c'est un célèbre qui a été à la tête, célèbre abbé, qui a été à la tête malheureusement de mauvais souvenirs que nous avons des élections de 2006. Donc c'est ça le souvenir que je garde de lui. Et la dernière nouvelle aujourd'hui, c'est sur le plan diplomatique. Vous avez parlé de notre gouvernement. Un gouvernement qui ne sait pas rassurer ses enfants qui vivent à l'étranger. Il y a eu plusieurs personnes qui ont été tuées en Inde, au total 6 majeurs. Et en Chine, il y a 2. Et la dernière victime, c'était Cynthia Kadima. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris ça? C'était à plusieurs facettes. Personnellement, ça a été touchant de perdre une compatriote à une situation pareille, mais directement dire ce qui est déjà consommé doit nous servir à protéger les restes de compatriotes que nous avons, en leur éveillant de réfléchir 10 000 fois encore de plus avant de s'engager à des pays comme ça. Aujourd'hui,
d'informations, ce que nous avons du peuple indien, c'est quand même pas des gens hospitaliers comme on peut le rêver. Ce sont des gens très différents de nous qui ont exprimé à plusieurs fois, bien qu'on ne va pas tout généraliser, mais il y a quand même un bon nombre dominant de gens très racistes. Alors il faudra réfléchir, et surtout les conditions que les gens en ont rencontrées en Europe à des situations de difficultés, c'est pas ce qu'ils peuvent rencontrer à l'étranger, à des pays comme en Inde. En Inde, la belle étoile en Inde est très loin différent de la belle étoile que les gens peuvent avoir au niveau de l'Europe. Donc rien que par rapport à ça, et on demande, et la différence sociale prévue, de base sociale, déjà prévue par rapport aux Européens et aux Indiens, les Indiens se sentent un peu très attaqués par rapport aux Européens de notre immigration. Donc on demandera quand même, et on a un devoir au niveau de la politique, de vouloir trouver pourquoi nos frères aujourd'hui ils vont en Inde. Il y a une seule chose comme intérêt, les gens ils vont se faire soigner, mais ce n'est pas en allant se faire soigner qu'on court le danger. Deuxième intérêt, les gens y vont pour question d'éducation. L'éducation, donc, c'est quelque chose qui a besoin de la volonté politique pour conditionner l'éducation, et ça évitera nos enfants d'être dehors pour courir de risques qu'il y a eu à voir. À la facette autre, que j'en donnerai l'exemple de la personne que vous avez suivie, donc on parlera d'un parallélisme quoi. C'est le frère indien n'a pas supporté l'alternance qui est le fin mandat, parce que la compatriote, d'après les raisons évoquées, elle a demandé ce divorce-là. Donc on prendra l'exemple, on demandera à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui de comprendre, de ne pas nous amener à des catastrophes parce que la population attend un fin mandat. Donc la population congolaise, on est Cynthia. Donc le Congolais est Cynthia aujourd'hui, et on demande aux gens qui sont en face, qui détiennent le pouvoir, d'obtempérer et de conduire quand même l'alternance, de soutenir ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites, vous demandez à l'ensemble de la population qui avait déjà l'allure, bon, je parle de la population quinoise, qui voudrait déjà se venger parce que c'est un nez de trop. Nous avons déjà 3 victimes tuées sans raison en Inde. Et ne pensez-vous pas que, d'autant plus que le gouvernement n'agit pas, et la population devrait se prendre en charge? Vous savez, c'est une manière de s'exprimer. Quand on parle de la vengeance, moi j'encouragerais une réaction. Une réaction n'est pas forcément comme on peut l'interpréter. Il y a moyen de faire une réaction de pression qui permettra à ce que dans l'avenir, qu'on ne retombe pas à de cas pareils. Donc en faisant une pression sur la population indienne, les communautés indiennes qui est ici, leur ambassade, et qui va se répercuter de l'autre côté, qu'on sente que ce sont des preuves de force ou bien d'existence, qu'on voit les intérêts, et si ils ont intérêt d'une bonne collaboration, je crois qu'ils feront pression à ce que ces histoires-là ne se reproduisent pas. Et aujourd'hui, ce n'est pas facile parce qu'il y a déjà la police qui a été déployée pour leur protection ci et là. Nous ne le voyons pas dans les grandes artères comme ici au centre-ville. Et vous ne pensez pas que le gouvernement est en train de les encourager d'une autre manière? Non, non, la protection que l'État a le devoir de faire n'est pas forcément pour les Indiens. C'est une protection qui peut éviter le débordement. Parce qu'on viendra toucher un Indien, mais ça passera et ça va aller. Déjà même entre les Indiens, il y a bien de gens qui sont innocents. Et il y a bien de gens qui sont moins racistes parce que c'est quand même une communauté qui a beaucoup plus du racisme en eux. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas terminer sans parler de l'Est, cette phase politique.
il y a eu plusieurs victimes à l'est du Congo. Un mot pour tous ceux qui vous suivent et ressortissants de ce coin de la République. On compatit et on tient à les rassurer que nous nous battons pour le changement, quand on parle du changement à la tête de l'État, parce que tout est politique. La politique qui nous gouverne actuellement n'a pas pu assurer pour une paix à l'Est. Nous essaierons de trouver, parce que nous venons quand même avec notre agenda caché pour de meilleures solutions pour qu'ils ne se reproduisent plus jamais ces histoires-là. Donc on est de cœur avec eux. Vous êtes un homme d'affaires, pas n'importe qui dans ce pays, vous êtes quand même connu de tout ce que vous êtes en train de faire. Comment est-ce que vous voyez le climat d'affaires des hommes congolais? Je profiterai même pour expliquer, parce que c'est une question que beaucoup se posent. Pourquoi aujourd'hui je parle de... J'ai huit faits sociaux majeurs qui amènent l'homme d'affaires de Gabin Chitea à la politique active aujourd'hui. Donc je parlerai de taux usurières pratiqués par les banques commerciales aujourd'hui, qui pour moi aujourd'hui, je le parlerai comme à la place de ce qu'on parle de l'ingérence, que le gouvernement essaye de souligner ce dernier temps, de revoir quand même le point de la colonisation bancaire. Vous verrez qu'on est maintenant colonisé. Le système bancaire est tenu par des étrangers. Donc nous n'avons pas de banques nationaux qui peut pouvoir nous garantir et nous sécuriser. Donc ce qui fait que les opérateurs économiques sont localement, le crédit, les opérateurs économiques localement, nous avons le taux de crédit, on le prend à 24 à 32%. Tandis que les opérateurs économiques à l'étranger, nous avons on peut décocher le crédit avec le pourcentage de 3%. Voyez un peu la différence. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus les expatriés qui ont la possibilité de lever les fonds à l'étranger à ce taux-là de 3%. Et nous, on est imposé à une colonisation bancaire à faire face à un taux usurier de 24 à 32%. À ça, c'est très difficile de gagner des appels d'offres. Donc, ils sont loin plus avantagés que nous dans ce rapport-là de fonds. Et puis, ce qui devrait revenir comme intérêt national ne revient pas, c'est très difficile à ce qu'on développe l'économie chez nous, parce que quand le fonds a été importé, l'intérêt s'exporte. Donc, ce sont les meilleurs gagnants sur les appels d'offres et les intérêts aussi.